suis ravie d'être de retour aux UX Days entre deux changements de couche. Ça me change un peu aussi voilà, de la TT, tout ça. Et je suis ravie en fait de parler de leadership en eau trouble aujourd'hui. Et avant de commencer, j'aimerais faire une petite prise de température. Donc, hop, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Et je vais demander à tout le monde de se lever. Ah bah oui, la digestion, après c'est reparti pour une après-midi de conférence. Donc si vous voulez bouger, la digestion c'est bien, tout ça. Et donc ça va être un jeu par élimination. C'est pas Hunger Game et c'est pas Squid Game non plus, vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment pour prendre la température, même entre nous. Alors déjà, est-ce qu'on a des étudiants parmi nous? Ok, alors les étudiants, ça va être les premiers à pouvoir s'asseoir, ceux qui ne sont pas en poste ou pas encore en poste. Ok, voilà. Donc je pars du principe que tous ceux qui restent sont en poste, en entreprise, que vous soyez en freelance ou in-house. Très bien. Ok, alors maintenant ça commence le jeu. Je vais demander donc aux personnes de s'asseoir, celles qui cette année, dans leur entreprise ou avec leurs clients, ont eu des gels d'embauche ou des plans de réduction d'effectifs. Ah, bon, ok. Peut-être un gros tiers? Un gros tiers, ok. Très bien. On va voir s'il y a encore des gens debout après, en fait. Donc, les prochains à s'asseoir, c'est ceux qui ont eu en fait des coupures budgétaires dans leur projet ou des gels de budget. Ok, là, je pense qu'il y a la moitié des gens encore debout. Au revoir. Et donc, les prochains à s'asseoir, c'est ceux qui ont commencé à bosser sur quelque chose, que ce soit des projets, prototypage, recherche utilisateur, et qui ont eu des changements de priorité. Il reste 5%, 10% déjà. On les applaudit fort? Vous pouvez vous asseoir. Ok, donc en fait, l'eau, elle n'est pas du tout chaude, elle est très froide. Et je pense que ce que je vais raconter va avoir du sens pour le coup. Parce qu'en fait, on ne va pas se cacher. Hein. Déjà, en temps normal, quand on porte le design dans un projet, il faut gérer pas mal de choses et des petites contrariétés au quotidien. Par exemple, les deadlines, les standards de design, faire des réunions, encore plus de réunions. Et puis si on gère une équipe, faire des plans de carrière, ça vous parle? Des évaluations, des budgets. Et j'ai vraiment l'impression, surtout depuis l'année dernière, l'année dernière, qu'en plus de tout ça, on a en fait tout ça qui vient en fait des tendances plus, on va dire, macroéconomiques, donc tout ce qui est réduction de coûts, inflation, changement de priorité, donc là, je pense que tout le monde s'était assis presque, restructuration aussi, des bien grands mots. Et tout ça, j'ai l'impression que ça ajoute plus de pression sur notre travail, le fait qu'on doit défendre le design et défendre la valeur que ça apporte. Et quelque part, j'ai l'impression aussi que, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que la bulle UX c'est fini. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il n'y en avait que pour nous. Et puis maintenant, c'est l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je me suis demandé combien de temps en fait on allait passer avant de commencer à entendre le mot AI aujourd'hui. Donc, je crois que c'était genre même pas 2 minutes avec le premier sponsor. Et donc oui, la grande question, c'est voilà, est-ce que notre moment de gloire est fini? Est-ce qu'il n'y en a plus que pour les AI, la lutte contre le réchauffement climatique, ce qui entre nous n'est pas une mauvaise chose? Et j'ai une petite confession par rapport à ça à faire, c'est que moi, en fait, en tant que leader dans la banque de financement et d'investissement, ça fait depuis 2008 qu'on va de crise en crise, en fait, depuis les subprimes. Et j'ai jamais eu le luxe d'avoir des budgets infinis, de pouvoir embaucher tout d'un coup 50 designers ou d'être les départements stars de l'entreprise. Et ce que j'ai dû apprendre à faire, c'est de développer une activité, donc le design, et de le faire fleurir avec des budgets limités, avec des ressources limitées, tout en fait grandissant la plateforme métier. Et pour vous donner un peu de contexte, la plateforme métier, qu'est-ce que c'est? Alors pour moi, c'est donc la banque de financement et d'investissement. Donc vous pouvez penser, en gros, c'est tous les services financiers qu'on ne fait pas à des particuliers, mais à des grosses boîtes. Donc, enfin, des boîtes. Ça va de la start-up à la Banque Centrale Européenne, par exemple, pour financer des projets de construction d'éoliennes, d'infrastructures, pour donner accès à des marchés, actions ou obligations. Et donc ça, c'est des produits qu'en fait, on doit designer. Et en 2012, quand on a commencé à avoir l'équipe en interne, on avait un produit à gérer, une ligne métier,
Donc là, je vous affiche les dates. On est arrivé du coup en 2023 à plus de 200 produits sur notre plateforme, donc en production. J'essaie de ne pas faire d'anglicisme live, en production sur notre plateforme. Et on pourrait penser peut-être que l'évolution de l'équipe design soit proportionnelle avec ça. Eh bien, en fait, pas du tout. On a commencé avec 2 designers, puis 7, jusqu'à ça va, 18, et... J'entends des rires. Ben oui, en fait, et en plus, en cours de route, il a fallu tout développer, donc nos méthodologies, notre design system, enfin tout quoi, tout mettre en place. Donc la question, c'est comment on fait pour faire développer une activité avec des ressources limitées. Et la question, enfin, ce que je peux dire aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup plus d'aide en ligne et en fait la possibilité de se parler et de mentorat. Mais moi, à l'époque, en fait, j'avais pas vraiment de rôle modèle côté design. Par contre, rappelez-vous, je disais que nous, en fait, en finance, c'est la crise depuis 2008. J'avais en fait des rôles modèles côté métier, mes pairs. Parce qu'en fait, eux aussi, ils doivent gérer des deadlines, des standards, faire des meetings, faire des plans de carrière, aller faire des évals, des budgets, tout ça. Et eux aussi ont dû faire face à des réductions de coûts, des crises et des changements de priorités. On n'est pas les seuls. Et en fait, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est ce que j'ai appris en les observant, d'où la petite loupe, et en fait, vous partager comment ça a changé aussi ma pratique et celle de mon équipe en tant que designer. Et la question plus vaste, parce que ce matin, avec Aaron Walter, on a parlé de qu'est-ce qu'on peut apprendre des autres créatifs. Là, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut apprendre du monde du business. Et attention, en tant que designer. Hein. Je vous rassure, l'idée, c'est pas de devenir responsable commercial ou financier et pas devenir business designer, parce que qu'est-ce que ça veut dire déjà? Je ne sais pas. Mais l'idée, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'inspirer de ces pratiques-là pour nous aider à naviguer cette période un peu difficile. En tout cas, moi, ça m'a aidé pendant ces 10 dernières années à garder un peu ma santé mentale, on va dire, à naviguer ces périodes difficiles et aussi à gravir les échelons, puisque il y a 2 ans, je suis passée managing director. Puis après, je suis partie en congé mat. Mais voilà, donc j'espère que ce que je vais raconter aujourd'hui va vous donner quelques clés pour votre pratique du design si vous gérez le design sur un projet ou une équipe. Et puis, pourquoi pas, j'espère, des outils pour le reste de votre carrière. Donc les 3 thèmes que je vais aborder sont les suivants. L'ambition, la discipline et la posture d'expert. Pour chaque thème, je vais vous partager une histoire que j'ai vécue en banque de financement d'investissement, le parallèle que ça peut avoir avec le design et comment ça a impacté ma pratique du design et celle de mon équipe. Puis, comme on l'a dit en intro, mon équipe, en fait, je l'ai laissée il y a 2 mois pour partir en congé mat. Donc, quelque part, je vais aussi pouvoir vous faire un retour d'expérience de comment ils utilisent ces clés-là quand je ne suis pas là. Elle existe encore, l'équipe, donc a priori, ça devrait marcher. Ok, c'est parti. Ambition. Parce que pour réussir dans le business, il faut avoir de l'ambition. Et quand j'ai commencé ma carrière, j'ai commencé pas côté design, j'ai commencé côté business avant de passer côté UX et product design. Donc j'ai commencé en stage de salle des marchés. Et à l'époque, en sortie d'école, ce que je pensais, c'est que en salle des marchés et en finance en général, les gens ils faisaient n'importe quoi pour faire des deals. Il y a peut-être même moyen que vous pensez ça aujourd'hui. Et en fait, ce n'est qu'après avoir été formée que je me suis rendu compte que... Donc en fait, hop ce n'est qu'après avoir été formée que je me suis rendu compte que j'avais tort, parce qu'avant de passer des deals, il y a énormément de travail à faire en amont. Donc ça, c'est que quelques exemples. Donc, est-ce qu'on connaît le client, le KYC, Know Your Customer? Est-ce qu'on a l'autorisation de négocier avec cette personne? Est-ce que cette personne a le droit d'acheter ce qu'elle veut acheter? C'est un peu comme si vous imaginez aller au restaurant et qu'on vérifie votre identité et qu'on vérifie si vous avez le droit de bouffer ce que vous voulez bouffer par rapport au sel et au gras. Est-ce que le client a les bonnes lignes de crédit par rapport à la banque et qu'est-ce que ça consomme en termes de ressources rares? Petit aparté, les ressources rares, c'est dans toutes les industries et en fonction des boîtes. J'avais entendu, donc c'est une grosse aparté pour le coup, mais j'avais entendu que si McDonald's voulait mettre des vraies fraises dans les sundaes fraises, il n'y avait pas assez de fraises dans le monde produites pour leurs sundaes. Donc les fraises sont des ressources rares pour McDonald's. Je ferme cette parenthèse. Bon, ça pour dire que les gens en business, ils ne sont pas fous, ils opèrent,
mais ils opèrent en étant conscients des coûts qui vont entraîner. Il y a même un terme pour ça. Je ne sais pas exactement comment ça se traduit en français, mais donc voilà, cost of doing business, donc le coût de fonctionnement, le coût de faire des affaires. Et c'est un espèce de filet de sécurité au niveau d'une entreprise qui définit quand est-ce qu'on engage les ressources, quand est-ce que nos vendeurs et nos trade-offs peuvent servir les clients. Et la question que je vais vous poser, c'est côté design, qu'est-ce qu'il en est? J'ai quand même le sentiment que très souvent, côté design, il nous manque cette notion. On est déjà tellement contente qu'on fasse appel à nous, qu'on a tendance à dire oui à tout, du moment qu'on peut aider les gens. À tout accepter, et je vois des gens qui sourient, qui hochent la tête, à devoir tout faire au max, faire du nec plus ultra. Et le problème, quand on veut vraiment, enfin quand on est très ambitieux avec notre projet, mais qu'on ne pense pas aux coûts associés, c'est que donc, le design sans coût, sans cost of doing business, c'est ça les risques. Peut-être un goulot d'étranglement. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, en fait, cette expression, je n'ai jamais autant entendue que dans mon métier. Prendre du travail à contre-cœur. Puisque, en fait, on a le sentiment qu'il n'y a pas tout réuni pour faire le projet, mais bon, on y va quand même. Et le grand danger de tout ça, finalement, c'est le surmenage et le burn-out, que ce soit nous ou les gens de notre équipe. Et donc, quelque part, il faut réussir à changer de mentalité, passer de je dois prouver ma valeur en aidant tous ces projets, tous ces sujets, à quelque chose, donc en prenant en compte les coûts et le cost of doing business, à une mentalité plus je concentre les efforts et mes ressources pour réussir ce que j'entreprends. Donc, comment on fait pour avoir des lignes directrices pour définir ce qu'on fait sur les projets? Donc, comme promis, 2 exemples et 2 impacts que ça a eu dans l'équipe. Donc, le premier, c'est de définir un cadre avec des alternatives. De la même manière que la banque définit avec qui elle peut opérer et qu'elle peut engager des activités commerciales, l'idée, c'est que côté design, il y a des prérequis. On ne peut pas engager en fait, du travail sans ces prérequis-là au niveau des projets. Il faut un cadre clair, qu'on puisse communiquer. Et ce qui est super important d'ailleurs, c'est que ça puisse être communiqué par tout le monde dans l'équipe. Pas juste des head-off, pas juste des responsables. Parce que ça permet aux plus jeunes d'entre nous de se rendre compte quand ils se font kidnapper sur des projets pour travailler sur des choses sur lesquelles ils ne devraient pas travailler. Et donc, nous, on appelle ça du design-led. Donc ça, c'est le cas classique, donc, que vous connaissez. C'est quand on a le temps, qu'on peut accéder aux utilisateurs, qu'on peut faire de la recherche en amont, de cadrage, qu'on peut faire des tests utilisateurs, qu'on a le temps de prototyper, qu'on est capable de réunir en fait quelqu'un côté business, quelqu'un côté IT et quelqu'un côté design. Mais en vrai, il y a plein de cas de figure où ces prérequis ne sont pas là. Pas d'accès aux utilisateurs, pas de temps, c'était pour hier. Et ça ne veut pas dire qu'on se fiche de ces projets et qu'on les abandonne, mais ça veut dire qu'on va peut-être les aider différemment. Donc, chez nous, on appelle ça des light reviews. C'est-à-dire qu'on va prendre un designer et puis on fera une revue. C'est-à-dire qu'on peut les aider, par exemple avec le design system, en partageant des patterns et des choses qui marchent ailleurs. Mais on ne va pas se forcer à mettre un designer dessus parce que ça n'a pas de sens de mettre un designer si on ne peut pas parler aux utilisateurs, par exemple. Et ce qui est marrant, c'est que quand vous dites aux gens qui ne sont pas importants, bizarrement, ils protestent. Ouais. Et donc souvent, en fait, quand on dit non, là, il n'y a pas les conditions, on va juste faire une revue, un audit. Donc les gens, ils n'aiment pas en plus le mot audit. Ils protestent et disent mais si, il y a quand même des points, etc. Donc en fait, on a rajouté notre petit joker, qui est que, en fait, pour des points spécifiques d'usabilité, on va en fait leur consacrer en co-design 1 ou 2 personnes, des fois 3, en fonction de ce qu'il y a à faire, en format hackathon. C'est-à-dire que voilà, on se timebox. Désolée, je ne sais pas comment dire ça en français. Cadrer le temps, bref. Bon, on va allouer du temps spécifique, on va se dire c'est une après-midi, une matinée, une journée maximum, sur certains points, comme ça on va vraiment pouvoir aider à être efficace sur ces points-là. Et puis en plus, ça permet à nous, nos designers, de faire du co-design, puisque c'est quelque chose que souvent on nous a demandé dans l'équipe. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire au niveau projet. Au niveau individuel, faut aussi réussir en fait à concentrer son temps et son énergie. Et pour ça, en fait, il y a un outil qu'on peut emprunter de la gestion projet qui s'appelle la cartographie des parties prenantes. En anglais, c'est Stakeholder Matrix. Est-ce que vous connaissez parce que vous avez déjà entendu parler de cette cartographie? Ouais, levez la main juste pour que je puisse voir.
Est-ce que vous l'utilisez pour votre temps à vous? Levez la main. Ah, moins. Très bien. Bon, en fait, ça vient de la gestion de projet. Et l'idée, c'est que dans un monde parfait, on passerait autant de temps que possible et nécessaire avec les gens sur tous les sujets. Mais en vrai, vous savez comme moi que le temps, il est fini. Et que, en vrai, même quand on nous donne le conseil, il faut passer du temps avec les gens, avec nos stakeholders, nos parties prenantes. En vrai, on n'a pas le temps. Donc, l'idée, c'est d'utiliser cet outil-là pour réussir à prioriser et à s'en sortir. Donc, vous voyez, il y a deux axes. Et on peut répartir nos sujets et nos interlocuteurs sur ces deux axes. L'intérêt, est-ce qu'il est faible ou élevé? Et leur pouvoir sur notre sujet, est-ce qu'il est faible ou élevé? Donc, on aime bien les cadrans, donc ça fait 4 cadrans. Si l'intérêt est élevé et le pouvoir est élevé, il faut vraiment gérer cette personne avec attention, passer autant de temps que nécessaire. Si le pouvoir est fort, mais l'intérêt n'est pas très élevé, il faut juste s'assurer qu'il soit satisfait. Là, du coup, pour les gens qui n'ont pas vraiment de pouvoir, mais si l'intérêt est élevé, il faut juste maintenir informé. Et pour ceux qui s'en fichent quelque part, surveiller. Comment l'utiliser pour de vrai sur vos problématiques design? Donc, je vous ai préparé un exemple. Est-ce que l'animation marche? Oui. Je suis forte en PowerPoint. Donc, par exemple, s'il fallait adopter un nouvel outil design, je ne le nommerai pas, c'est compliqué, quand on est dans une grosse structure, il faut tout changer. Donc, l'idée, c'est que les designers sont très, très intéressés, mais bon, ils n'ont pas vraiment de pouvoir là-dessus. Donc, on va les maintenir informés. Donc, un email, une chaîne d'email, ça suffit. Sinon, en fait, on ne va pas y arriver, surtout s'il y a beaucoup de designers. Il y a les personnes qui sont moyennement intéressées, donc product owners, développeurs, eux en fait ils veulent juste un lien et à la limite ils vont copier que ça dans leurs outils à eux. Les gens à gérer avec attention évidemment ce sont les achats, les head-off, le fournisseur en tant que tel, et donc eux il va falloir faire autant de meetings que nécessaire, donc par exemple faire les revues de sécurité, revues budgétaires, et il y a souvent des gens qu'on oublie, ceux qu'il faut maintenir satisfaits, je ne sais pas si vous saurez deviner qui c'est. Ce sont les responsables budgétaires. Oui, parce que eux, ils doivent gérer ça, il faut qu'ils s'assurent que le budget soit équilibré. Et donc, eux, typiquement, ils s'en fichent de l'outil. Donc, en fait, ça ne sert à rien de passer 50 heures à leur expliquer ce que c'est. À la limite, juste un email avec un tableau récapitulatif des coûts, ça leur suffit. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, sur l'ambition, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la notion qu'on peut avoir du monde du business, c'est le cost of doing business, donc les coûts de fonctionnement. Là où ça peut nous aider en tant que designer, c'est pour gérer la charge et éviter le surmenage. Comment? En définissant un cadre avec des alternatives claires que tout le monde peut expliquer dans l'équipe. Et pour nous-mêmes, garder notre focus en utilisant une cartographie des parties prenantes. Et donc pour faire un retour, comme promis, de l'équipe, aujourd'hui, c'est de ce que j'ai entendu en leur demandant, c'est vraiment un cadre non seulement apprécié des designers en temps en fait incertain, mais aussi apprécié des projets, quelque part de réussir à positionner le design comme facteur de stabilité. Passons maintenant à la discipline. Il reste 10 minutes? Ok. Les gens qui ont de l'ambition, ils ont aussi de la discipline. Et ça, souvent, ce sont des choses qui sont un peu allergiques. En tant que mots et des mots qu'on dit dans l'équipe. Et donc là, comme promis, une autre petite histoire. Quand j'ai commencé mon expérience en salle des marchés, je devais tous les jours loguer, saisir des présentations dans des bases, tout ce qu'on envoyait aux clients. Et en sortant d'école, je ne vais pas vous cacher que honnêtement, je trouvais ça très ennuyeux et rébarbatif. C'est que plus tard que j'ai compris que tout ça, en fait, c'était pour prévenir des conflits, parce qu'une erreur, ça coûte très cher, surtout en manque de financement d'investissement. Prévenir les demandes réglementaires et surtout protéger le business. Parce que quand c'est la 100e fois que le client vous demande de changer quelque chose, il faut pouvoir le factualiser. Et donc, quelque part, la discipline, c'est surtout de la responsabilité. Pour se protéger, protéger son équipe, protéger son business. Et en tant que designer, souvent, nous, on pense qu'on est un peu différent, un peu trop cool, que c'est pas pour nous. Et je suis complètement coupable d'avoir pensé ça quand j'étais ferme sur le fait qu'en tant que designer, on n'était pas censé faire du time tracking. Mais le problème, quand on n'est pas responsable, c'est qu'on finit comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser les enfants sans surveillance, c'est les designers sans surveillance. Quand on refuse de jouer le rôle, il faut quelqu'un d'autre pour nous chaperonner.
Or, on veut plutôt s'occuper de nous-mêmes et on est mieux placé pour s'autogérer, non? Donc, encore une fois, là, il faut changer de mentalité. Passer de « moi, je ne veux pas faire de l'administratif, je veux juste designer dans Figma » à « je me tiens responsable et je tiens les autres responsables sur ce qu'on fait pour protéger l'espace créatif du design ». Donc là aussi, 2 choses qu'on a mises en place dans l'équipe qui ont impacté notre pratique du design. Ouais. Donc, le premier, c'est de documenter, documenter, documenter. Vous avez un screenshot ici de ce qu'on appelle un project flow, où on va répertorier toutes les décisions prises, qui étaient là, qu'est-ce qu'on a décidé, qu'est-ce qu'il y a à faire. Et souvent, en fait, les gens qui rejoignent l'équipe trouvent ça intimidant. Mais en vrai, pour faire ça, c'est comme le client qui a changé 100 fois d'avis sur je ne sais pas quel sujet, c'est de pouvoir factualiser tout ça. Et le fait d'avoir ça aussi, quand on forme les petits nouveaux dans l'équipe, c'est de leur expliquer que tout ça, ça nous a servi à gérer tous ces litiges. De retard, de ce qu'il fallait faire, de ce qui a été fait, de ce qui a été décidé, parce qu'honnêtement, qui se souvient de qu'est-ce qu'on a décidé il y a 3 mois? Ça permet aussi de prévenir les nouveaux projets. Et donc ça permet vraiment d'avoir un espèce de filet de sécurité, un espèce de cocon psychologique, de savoir que voilà, s'il y a tout ça qui arrive, on saura l'expliquer, on saura le gérer. La deuxième façon, le deuxième impact, c'est de faire des récaps. Parce qu'on pourrait se dire, maintenant, moi, je veux juste designer, ce n'est pas à moi d'écrire les comptes rendus. Sauf qu'en fait, vous connaissez l'histoire, le dicton « l'histoire est écrite par les vainqueurs ». Bah, en entreprise, moi, je suis persuadée que l'histoire est écrite par ceux qui envoient les récaps. Honnêtement, oui, parce que ça permet de factualiser ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui a été décidé, et quand il s'agit du design, qui de mieux pour factualiser tout ça? Nous. Et surtout, ça aide à créer de la confiance. C'est un peu comme vous savez, s'il y a des petits nouveaux qui arrivent, au départ, vous n'êtes pas sûr qu'ils ont compris ce que vous leur demandez. Mais si la personne vous envoie un récap de « Ok, il y a ça à faire, je te reviens d'ici ce jour-là », petit à petit, vous vous dites « Ok, c'est bon, elle a compris », et puis ça lui permet aussi de vérifier qu'il n'y a pas de confusion sur ce qui a été demandé. Donc, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir un titre autoporteur sur le sujet, expliquer les raisons du meeting, il y a des petits problèmes de typo. Les décisions qui ont été prises et les prochaines actions. Et en gros, donner des devoirs aux autres. On aime bien donner des devoirs aux autres. Donc, là, encore une fois, récap sur la discipline. Qu'est-ce qu'on a appris venant du business, cette notion de responsabilité. Là où ça peut nous aider en tant que designer, c'est d'être en charge et de protéger notre activité, pas d'être chaperonné. Comment? Documenter et faire des récaps pour écrire l'histoire. Encore une fois, par rapport à mon équipe aujourd'hui, on va dire que cette structure, en fait, permet vraiment de tenir l'équipe en place et surtout, ça donne des repères à tout le monde. Dernier sujet pour aujourd'hui, la posture d'expert. Et quand je parle d'expert, je ne vais pas parler du savoir-faire, donc comment faire de la recherche utilisateur, comment utiliser nos outils design, mais du faire savoir. Comment on communique aux gens. Et c'est quelque chose à laquelle je pense plus récemment, parce que j'ai été invitée à un petit déj business, donc de la part de Coco Agdoblois, qui est responsable, attendez, le titre est long, je vais le lire, responsable monde de la recherche économique cross-asset et quantitative chez Société Générale. Voilà, j'ai rien oublié. Et donc, en fait, il faisait un petit déj économique avec son équipe, et comme on est assez proche côté design, il nous a invités. Et alors, c'était marrant, parce que, donc ça, c'est nous. C'était marrant parce qu'on n'a rien compris. Il utilisait des termes, net profit margin. En fait, il commentait l'actualité et on est sorti du petit-déj, donc on a mangé, on était contents, mais on n'a rien compris. Et après, je me suis rendu compte, mais voilà, en fait, Coco, il n'y a pas qu'à son équipe qui parle. Il parle aussi à la télé, donc il est invité à commenter l'économie, l'actualité économique. Il va aussi chez des clients quand ils ont des questions sur les tendances économiques. Et en fait, Coco, quand il va voir ses clients et qu'il parle à la télé, il n'utilise pas du tout le même répertoire. C'est-à-dire que pour parler d'intensité capitalistique, ça y est, c'est sorti, il va utiliser des analogies comme les dinosaures et des êtres humains. Tout ça pour dire que être un expert, c'est savoir conseiller et surtout s'adapter. Coco, il ne fait pas un cours d'économie aux clients ni à la télé. Sinon, ça ne s'appelle pas un expert, ça s'appelle un prof, un instructeur. Et donc la question que je vais vous poser, c'est le design dans tout ça. Parce qu'on est passionné, on veut que tout le monde nous comprenne. Je vois des gens qui hochent la tête, ouais. Tout le monde qu'on comprenne, donc à la limite, on peut leur faire une formation de 10 heures sur le design, pourquoi pas. Mais trop souvent, en fait, ça nous met des bâtons dans les roues,
parce qu'on est tout seul dans notre délire et ça fait que les gens potentiellement se désengagent. C'est un peu comme si j'allais dans ma boîte voir des gens et que je leur disais « Mais moi, je suis là pour conduire un changement systémique dans cette entreprise grâce à la pensée centrée utilisateur. » Honnêtement, les gens, normalement, je pensais que tu facilitais la réalisation des projets. Elle n'a pas l'air commode. Je vais peut-être essayer sans elle. Et donc là aussi, il faut réussir à changer de mentalité. Passer de « je dois les éduquer, ils verront la lumière ». Je vous laisse rigoler, je ne sais pas ce que ça veut dire. À j'adapte mon message à mon auditoire et je rends mes connaissances accessibles. Et encore une fois, petit retour d'expérience dans l'équipe. On s'est rendu compte que même dans l'équipe, des fois, on n'est pas d'accord sur des termes. Déjà, entre designers, on n'est pas d'accord sur ce que ça veut dire le design, qu'est-ce qu'un design system. Alors, comment on fait avec les autres, quoi. Comment on fait? Donc, je vous laisse sur deux façons de s'adapter. Donc, la première, c'est vraiment de savoir maîtriser différents niveaux de jargon. Lofi, test utilisateur, ça, pas de souci. Quand on est dans l'équipe, quand on parle entre nous avec d'autres designers, aucun problème, on utilise. Par contre, Lofi, c'est banni avec les projets. Ce qu'on veut, en fait, c'est qu'ils comprennent ce qu'on fait. Donc, souvent, on va utiliser des termes comme wireframe et concept. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai un projet, j'ai une chef de projet qui m'a dit qu'elle avait passé tout un projet à ne pas comprendre son designer quand il disait « on va faire un Lofi ». D'ailleurs, Lofi, des fois on dit Lo-Fi, en français on n'aime pas très très cohérent. Et avant que vous la jugiez, honnêtement, vous, dans votre entreprise, est-ce que vous arrêtez les personnes dès que vous ne comprenez pas un terme ou un acronyme? Je vois des noms, il y a quelques oui. Moi, j'ai envie de vous mettre à l'épreuve. Mais bon, en vrai, non, on vit notre vie, on n'a pas le temps, donc on avance, quoi. Et donc, ne demandez pas aux autres de faire ce que vous ne faites pas. Et autre exemple, donc issu d'une vraie histoire, les tests utilisateurs, c'était un email qu'on avait envoyé à un utilisateur, parce que c'était un outil interne, là, pour le coup, et la personne a dit « mais moi, j'ai failli la mettre à la poubelle, je n'ai pas compris ce que c'était, je ne veux pas me faire tester ». J'ai fait « ah oui, non, effectivement, donc on aurait dû appeler ça comment ?» Il dit « collecte de feedback, c'est ce que vous faites, non ?» Ah ouais, donc, et encore pire quand on dit test d'usabilité, parce que là, c'est encore un mot encore moins utilisé, quoi. Donc ça, c'est pour le jargon. Mais des fois, en fait, il faut même aller au-delà du jargon, c'est même changer de perspective. Et donc ça, c'est la deuxième façon, la dernière que je vais évoquer aujourd'hui, c'est que pour s'adapter, il faut être capable d'expliquer les choses. Encore une fois, c'est nous les experts, donc c'est à nous d'adapter notre message, comme Coco qui adapte son message en fonction des clients et de la télé, et de rendre notre connaissance accessible à l'auditoire. Donc, c'est un peu, et alors ça, je vais vraiment sortir en conférence, je vous garantis que ça sonne mieux en anglais, mais quand on parle de design system, quand je parle de design system en conférence, je dis, notre design system, ça permet quand même la curation de patterns et la réutilisation pour amplifier ce qui marche. Ça, c'est très geek. Pour le business, quand on parle en fait à notre Chief Operating Officer, on va plutôt dire, un design system, ça réduit les coûts, ça réduit l'entropie et le time to market. Time to market en plus qui est un terme financier, donc ça ils comprennent très bien. Et en vrai c'est quasi la même chose, encore une fois c'est un prisme différent. Et c'est à vous encore une fois en tant qu'expert de savoir le manier. Allez, je ne résiste pas à vous donner un dernier exemple de geek business, c'est d'accessibilité. Dire que nos produits ne respectent pas les référentiels RG2A et WCAG, donc WCAG déjà, moi je ne savais même pas que c'est comme ça qu'on disait en français, donc j'étais oui plus loin comme WIGO, CAG. Comment voulez-vous que le business le comprenne? Nous, il se trouve que sur nos produits, un grand problème quand on a beaucoup d'informations, c'est les contrastes. Parce qu'au bout d'un moment, 4 niveaux de gris sur niveau de gris, on ne voit plus rien. Et d'ailleurs, c'est vraiment passé. En fait, on a un vendeur qui nous envoyait un email qui disait que le client se plaignait parce qu'il n'arrivait pas bien à avoir les prix pour un gros montant. Croyez-moi que j'ai pris ce screenshot, je l'ai mis partout pour expliquer qu'il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose, parce qu'on ne peut pas juste fixer le problème sur un écran, un outil, il faut le faire partout, on en a 200 à gérer. Et donc ça, le fait d'expliquer avec des termes business, à des gens business, ça permet plus loin que d'avoir de l'adhésion par contrainte, de dire « ah c'est réglementaire, il faut le faire ».
Et c'est comme ça en fait qu'on a réussi à justifier. Donc là, je vous mettrai l'exemple, le lien en fait à la fin. Mais c'est comme ça qu'on a justifié de pouvoir travailler 3 mois sur des couleurs pour les rendre accessibles. Donc aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un système qui s'appelle une couleur adaptative. Donc les couleurs s'adaptent en fonction de l'élément qui les porte et sur quoi elles sont. Je pense que je suis dans les temps, puisque je peux faire le récap final. Donc on a parlé de quoi aujourd'hui? D'ambition, de discipline, d'expertise. Pour l'ambition, l'idée c'est de concentrer ses efforts pour réussir ce qu'on entreprend. Pour la discipline, c'est de se tenir informé et responsable envers soi-même et envers l'équipe sur nos projets. Et l'expertise, c'est adapter le message à l'auditoire et rendre nos connaissances accessibles. Pour chaque thème, je vous mets, si vous voulez prendre les récaps, ce qu'on peut faire, donc définir un cadre avec des alternatives, garder son focus soi-même, documenter, faire des récaps, maîtriser les différents niveaux de jargon et aussi apprendre à mettre les choses dans différentes perspectives. En termes de ressources, je parlais de Coco, en fait, il a un podcast en français et en anglais qui commente l'actualité et les méga-trends économiques, donc par exemple, comment on fait pour décarboniser le bonheur, donc ça, je vous le recommande. Planète Money, qui est en fait de la radio américaine, qui arrive en fait à tout lier, les tendances TikTok, les jeux vidéo, à des sujets économiques. Vous le connaissez peut-être, Frédéric Laloux, qui a écrit un super bouquin sur Reinventing Organization, donc comment les êtres humains s'organisent au fur et à mesure des années, enfin de l'histoire, dans l'histoire, et comment on peut faire différemment basé sur de l'autogestion. Et puisqu'ici, en fait, on parle d'êtres humains, Big Feeling, vous connaissez peut-être, c'est des dessins qui tournent souvent sur les réseaux sociaux, donc Lise et Molly. Ils ont créé un bouquin sur qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression que tout nous échappe en termes d'émotions. Si vous voulez en savoir plus sur le design en milieu complexe, on a un médium, donc c'est là aussi où il y avait l'article sur les couleurs adaptatives. Et j'aimerais vous laisser sur une dernière pensée aujourd'hui, et une dernière question d'ailleurs, c'est que finalement le leadership, c'est ce que vous faites, ce qu'on fait pour influencer une équipe ou une organisation. Et donc, c'est pas d'attendre les autres, et la question c'est par quoi on commence? Les slides seront partagés en ligne, je vous remercie. Merci Morgane. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Et pas que par des gens qui sont restés debout à la fin, bien sûr. Hein. Tout le monde. Alors j'ai vu une main se lever juste derrière, avant le monsieur. Est-ce que vous pouvez passer? En tout cas, merci pour la présentation, c'est très intéressant. J'ai une question. Du coup, est-ce que aussi au business, tu démontres la valeur de ce que vous faites? C'est-à-dire démontrer par des chiffres concrètement l'impact du design sur le business? Alors, qui sont très intéressantes. Alors, j'entends beaucoup ce conseil. Il faut aller voir les gens en disant le design system, ça permet d'économiser ça. Le problème, c'est que nous, on n'est pas des gens du business. Enfin, sinon, on ne ferait pas notre métier de designer. Et c'est toujours un peu risqué, en tant que designer, d'essayer de parler de ROI quand c'est des termes qu'on ne maîtrise pas très bien. Donc, soit en fait, vous allez faire des cours, un master d'économie ou des cours business où vous vous renseignez pour être vraiment calé sur ces notions-là, parce que sinon, on va vous demander de comment se calcule un ROI et on va être là. En tout cas, moi, je trouve que ce qui a marché pour nous, en tout cas, c'est d'être honnête en disant, bon, le design system, je ne peux pas te dire que ça te fait économiser tant de temps d'un salaire de développeur. Par contre, sur ce projet, donc avec des vrais exemples, le développeur m'avait dit que ça allait prendre tant de jours, il a fait ça à la place. Donc avec des exemples, et c'est eux quelque part qui vont faire, ils sont très bons pour ça, ces personnes-là, elles sont très bonnes pour ça, va faire le calcul. En tout cas, je pense pas avoir eu besoin en fait de démontrer, de faire ce genre de tableau, sauf quand c'est facile à calculer. Évidemment, le coût d'une licence d'un outil, oui. Mais encore une fois, là où c'est un peu dangereux, c'est dire le design, dire voilà l'indice de McKinsey. Ils vont te dire, mais nous, on n'est pas ces boîtes-là, on n'est pas Google. Enfin, je ne sais pas si on vous a déjà sorti ça, mais souvent, c'est ce qu'ils vont dire, quoi. Donc, utilisez des vrais exemples de la boîte pour démontrer la valeur du design. Bonjour, merci pour les infos aussi. J'avais une question en parlant de parler le langage des autres.
Est-ce que tous ces slides récap, les dessins que vous avez faits, est-ce que vous pensez que c'est utile avec les business pour simplifier ou utiliser des supports comme ça, ou c'est pas très important? Tu peux répéter le début de la question? Oui, pardon. En fait, dans votre présentation, il y a beaucoup de slides qui font une récap, des checkbox où on pouvait prendre des photos. Vous avez fait beaucoup d'illustrations. Ouais. Est-ce que c'est une façon de simplifier pour les business, ou c'était juste parce que peut-être on est designer et on a des appétences visuelles? Alors, cette question est très méta parce que je ne sais pas si vous êtes... Effectivement, tu l'as peut-être vu et je ne sais pas si tout le monde s'en est rendu compte. En fait, moi, je utilise Prism. Du coup, c'est un peu méta pour expliquer aux designers des concepts business. Donc là, c'est un peu inversé. Et c'est vrai que... Alors, c'est une gymnastique mentale de réussir à trouver des comparaisons. Plus on le fait, d'ailleurs, plus c'est facile. Mais c'est vrai que pour le business, s'ils sont intéressés par le design, et d'ailleurs, j'ai déjà envoyé l'article sur les couleurs adaptatives, juste pour expliquer aux gens qu'il y a du travail derrière, qu'ils ne peuvent pas changer la couleur du rouge parce qu'ils n'aiment pas le rouge ou je ne sais pas trop quoi, pour les éduquer, parce que c'est eux qui le demandent. Mais je ne vais pas directement aller expliquer le système de couleurs adaptatives à quelqu'un parce que, en fait, la personne va me dire « mais c'est une technicienne ». Elle va passer à autre chose. Encore une fois, tout à l'heure, en fait, sur la conférence sur le design de service public, elle avait dit les gens, ils n'ont pas le temps. On n'a pas le temps, les gens n'ont pas le temps, donc il faut vraiment s'adapter à eux, du temps qu'ils veulent bien te donner, en fait. Est-ce qu'on a une dernière question avant de passer au conférencier suivant? Oui. Il y en avait deux. Bah, tu peux venir me voir après. Bonjour, merci beaucoup pour la presse, c'était vraiment top. 19 designers pour 200 produits, ça paraît extrêmement peu. Comment est-ce que vous êtes organisé? Est-ce qu'il y a des PM, par exemple? Parce que quand je vois que les designers doivent faire les comptes rendus, la gestion de projet, je me dis « waouh !» Comment ça se passe avec les autres corps de métier, typiquement gestion de projet, etc. Bah, j'en ai 3 dans l'équipe qui sont là et ils sourient. Comment ça se passe? Oui, alors déjà, 200 produits. Comme je l'ai dit, on ne va pas aider les 200 produits de la même manière. Et même le business ne veut pas qu'on aide les 200 produits de la même manière. Il y a peut-être des produits en fait, sur lesquels on veut plus investir même en tant que design. L'idée, c'est de les convaincre. Mais c'est vraiment d'adapter. Et le métier de designer, en fait, peut-être ça va te prendre 10 minutes à écrire le compte-rendu. Alors, ça va t'économiser 1 heure de clarification de gens qui vont te contacter sur Slack parce qu'ils n'ont pas compris ou qui veulent changer des décisions. Parce que ça aussi, il y en a. C'est-à-dire, tu fais ta réunion, puis il y a quelqu'un qui vient sournoisement derrière et essayer de changer les décisions. Tu fais ça pour tout le monde. Et donc, quelque part, pour nous, c'est un peu de l'investissement. C'est du temps que tu vas investir dans des tâches peut-être plus administratives, mais qui vont te garantir que tu auras moins de litiges ou d'incompréhension sur les projets. Mais oui, c'est pas facile tous les jours, ça c'est sûr.